Jean-Baptiste Djebbari, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes secrétaire d'État au transport. Le Premier ministre, tout à l'heure à midi, ne doit pas décevoir. Et je serai familier en disant, il ne doit pas se rater. Comment faire pour ne pas décevoir? D'abord clarifier un certain nombre de choses, et notamment qui est concerné par la réforme. Je crois qu'il le fera. C'est l'histoire des générations sur lesquelles tout le monde discute. Je vais y revenir. Voilà. Donc dire qui sera concerné, dire combien, et comment on calculera effectivement le niveau de pension pour ceux qui sont dans le système universel et pour ceux qui sont intégrés pour partie dans le régime actuel ou dans les régimes actuels et dans le système universel. Et puis dire aussi qu'on va créer beaucoup de nouveaux droits pour les femmes, pour les agriculteurs, le minimum à 1 000 euros. Bref, rassurer les Français, dire que la valeur du point ne baissera pas, dire très précisément comment nous allons l'inscrire dans la loi, les règles d'or, les sécurités, comment nous allons faire en sorte d'avoir une gouvernance qui implique les partenaires sociaux, qui implique le Parlement. Et donc je crois que ce soit... Oui, mais parce que ce projet, il a été beaucoup critiqué, il a été aussi beaucoup manipulé, notamment par les oppositions politiques. En tout cas, il y a eu beaucoup de désinformation. Et parce qu'on a tardé à le connaître. Peut-être, mais en tout cas, maintenant, il faut la clarté, qui est concerné, comment on calcule les retraites et les éléments de rassurance pour que les gens aient bien conscience que ce système il est positif. Sans dévoiler, est-ce que vous savez, est-ce que vous savez tout ce qu'il y a dans ce que dira tout à l'heure le Premier ministre, franchement, Jean-Baptiste Djebbari? Je connais la plus grande partie de ce qu'il y aura. Vous connaissez la plus grande en tout cas, je connais bien la partie sur les sujets de transport. Mais je laisserai évidemment le Premier ministre. Oui, j'ai bien compris, mais quand même, de ces annonces. On va avoir quelques, quand même. Je vais entrer quand même dans quelques détails. Pas d'annonce magique, a-t-il dit hier, de nature à faire cesser les manifestations. Alors, rien de mieux pour inquiéter les Français. Franchement, je pense que c'est ce qu'a dit le Premier ministre. Si on se dit la vérité, oui. Vous avez notamment des syndicats qui sont viscéralement contre la réforme. Moi, je discute quasiment quotidiennement avec eux. La CGT, Sudrail, qu'on voit à longueur de plateau, et c'est très bien, c'est leur droit, mais qui demain, comme aujourd'hui et comme hier, seront contre le principe même d'un régime universel par répartition et par points. Ils sont contre aujourd'hui, ils seront contre demain, quelles que soient les annonces. Et c'est ça, je pense, le vocable pas d'annonce magique. En revanche, il y a d'abord quantité de Français qui soutiennent ce projet. Et moi, je veux le dire, je reçois certains qui d'ailleurs se réclament de la France silencieuse, mais qui disent nous avons absolument besoin d'aller vers un régime universel. Et puis, il y a les Français qui seront rassurés par les éléments que le Premier ministre va soumettre à leur appréciation à midi au Conseil économique et social. Bien, première précision, pas de mesure d'âge avant 2022, si j'ai bien compris. Mesure d'âge, comprenez. Là, vous parlez de l'équilibre d'une manière générale financier. De l'équilibre financier du régime. Rien avant 2022. Ce qui est sûr, c'est que d'abord, le système universel qui se mettra en place, a priori, en 2025, celui-là devra être équilibré structurellement sur le plan financier. Après, vous le savez, le système actuel, les régimes actuels sont en déséquilibre financier. Et le sujet, c'est de savoir, parce que tout est dans tout, le paramètre financier est un des paramètres, mais c'est de savoir comment on fait en sorte de rééquilibrer progressivement le système qui est actuellement en déficit. Moi, je pense que les partenaires sociaux ont un rôle à jouer dans tout ça. Le Premier ministre détaillera précisément comment il entend traiter ce sujet de déséquilibre financier. Mais je pense que rationnellement, personne ne peut se convaincre qu'un système juste, c'est un système qui est en déséquilibre financier. La réforme peut-elle passer aujourd'hui sans le soutien de la CFDT? Moi, je souhaite que les syndicats progressistes, c'est-à-dire la CFDT, l'UNSA, à la fois dans les entreprises, mais aussi au niveau confédéral, continuer à être des partenaires du dialogue social. Ils viennent aux réunions, ils ont des demandes, ils sont exigeants, et moi je souhaite qu'effectivement les choses puissent se construire avec eux. Laurent Berger sera mon invité demain matin à votre place, 8h35, 9h. Ce sera un moment clé, je dis bien un moment clé. Lui ne veut absolument pas de mesures financières avant la mise en place de la retraite à points. Il n'en veut pas. Vous répondrez à cette inquiétude? Je dis, sur l'équilibre financier, il y a plein de façons de le faire, et il y a compris des façons de faire qui impliquent très fortement les syndicats. J'ajoute que, s'agissant de la CFDT, elle a des demandes très précises, et Laurent Berger parle énormément de pénibilité, et il a raison. On va en parler. Et ce sont des mesures qui seront aussi au cœur de la réforme, ou de la refondation du système de retraite. Alors, le régime universel ne concernera que les salariés nés à partir de 1975. C'est l'histoire de la génération. Je ne sais pas si l'année retenue sera 1975 ou une autre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que des contacts directs que j'ai pu avoir avec les Français et dans les entreprises publiques, il y a un sujet de contrat moral.
Autrement dit, c'est différent d'être dans une boîte depuis 2 ans, depuis 3 ans, depuis 5 ans, parce qu'en fait, vos arbitrages, vous les faites, vos choix de vie personnelle, vous les faites sur la rémunération, sur les conditions de travail, parce que vous voulez habiter ou travailler ailleurs. Vous ne les faites pas, ces choix sur la base du régime de retraite futur. C'est pas vrai, pas à 2 ans, 3 ans d'ancienneté. En revanche, quand vous êtes à 5 ans, à 10 ans, et que vous êtes effectivement à 10 ans de la retraite, eh bien, le régime spécial que vous avez contracté, la retraite d'une manière générale, devient un élément tout à fait important. Et donc, nous respecterons, le Premier ministre l'a dit à plusieurs reprises, nous respecterons cet esprit, nous respecterons ce contrat social. Et donc, c'est l'histoire de la génération. Avant d'entrer dans les régimes spéciaux, de voir comment... non, mais d'une manière générale, nous respecterons. D'une manière générale. C'est bien ça que il y aura donc un âge... On est bien d'accord. Moi, je dis 1975. Non, c'est parce que c'est l'âge. Je prends. C'est le bon âge ou pas, 1975 Vous savez que le rapport de Levoy dit 1963 comme âge de proposition. Abandonné, et que le Premier ministre a dit nous irons chercher des transitions plus longues. Voilà. Il avait parlé de 10 ans, de 15 ans, etc. Donc j'imagine que c'est dans cette fourchette-là. Voilà, 1975, on prend les paris. On prend les paris, allez. On prend les paris, qui va gagner, vous, moi? On verra. Oui, c'est-à-dire je vais gagner. Non, je vais gagner, là. Bon, je vais gagner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne seront concernés par la réforme, la nouvelle réforme, que ceux qui ont moins de 44 ans. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce soir, chaque Français doit pouvoir se dire « je suis dedans ou dehors ». Ça, c'est un premier élément. Moins de 44 ans, je serai concerné. Au-delà, je ne suis pas concerné. Pour la raison que j'ai dit. Pour la raison que j'ai dit, c'est-à-dire que respect du contrat moral, quand vous êtes effectivement à X années de la retraite, 10 ans, 12 ans, la retraite pour vous c'est important, c'est vrai dans les régimes spéciaux. Ça fait 18 ans de la retraite, à 18 ans de la retraite. Bon, respect du contrat moral. En ce qui concerne les régimes spéciaux, on va faire un effort encore supplémentaire, si j'ai bien compris. Oui ? Non, c'est pas un effort supplémentaire. Aujourd'hui, la réalité dans les régimes spéciaux, c'est que vous pouvez partir à 52 ans, à 57 ans, à 62 ans. Vous avez des gens effectivement qui relèvent plutôt des critères du régime général, et puis des gens qui partent ou qui peuvent partir plus tôt, même si eux-mêmes sont en transition et partent de plus en plus tard. Donc simplement, la génération qui sera annoncée tout à l'heure, elle s'appliquera aux régimes spéciaux, et de fait, vous avez des gens qui partent plus tôt, donc nous respecterons ce contrat. Donc 80 ou 85 les années. Vous reprenez vos paris à nouveau. Je vais encore gagner, là? Non, mais écoutez, je pense que le Premier ministre sera très clair sur le sujet. Mais 80 ou 85, ça veut dire que l'âge, ne seront concernés que ceux qui ont moins de 39 ans ou 34 ans. Ça veut dire qu'effectivement, nous respecterons cette même philosophie. Ceux qui sont à quelques années de la retraite doivent pouvoir se conforter, puisqu'ils nous l'ont demandé dans les différentes réunions. Quand je me suis rendu dans les entreprises, notamment à la RATP, notamment à la SNCF, ils disent, pour moi qui suis à 5 ans de la retraite, c'est important de ne pas être concerné. Mon régime spécial, j'ai signé avec. Je suis salarié aujourd'hui, j'imagine. Lorsque le nouveau régime entrera en vigueur, que deviendront mes droits déjà acquis? Les droits vont tous être... Alors, si vous êtes concerné effectivement par le... si je suis concerné, vos droits vont être convertis en points dans le régime universel. Votre stock de points va être indexé chaque année sur les salaires. Et à la fin, quand vous décidez de partir à la retraite, vos points deviennent des euros. À ce moment-là, ils sont indexés sur l'inflation, ce qui permet de maintenir votre pouvoir d'achat. C'est relativement simple. Indexé sur l'inflation? C'est indexé sur l'inflation? Votre pension. Alors, votre stock de points. Quand vous êtes en activité, vous cotisez et vous avez des points. Vos points sont indexés sur les salaires. Sur les salaires. C'est normal. Ce sera inscrit dans la loi. Inscrit dans la loi. Les points indexés sur les salaires. Le point ne pourra pas baisser. Son activité professionnelle. Le point ne pourra pas baisser et quand vous travaillez, vous cotisez, vous acquérez des points, vos points sont indexés sur les salaires. Vous partez à la retraite, vos points deviennent des euros et vos euros sont indexés sur l'inflation. L'inflation, c'est le niveau de vie. Et pourquoi pas encore sur les salaires, les points parce que ce qui nous compte, avons accumulés, qui serviront de pension? Parce que ce qui compte quand vous êtes à la retraite, c'est de pouvoir maintenir votre niveau de vie. Votre niveau de vie, vous d'accord, mais sur les salaires, c'est mieux que sur l'inflation. Système de solidarité entre les générations. Vous savez que tout ça doit tenir financièrement et que le bon équilibre, c'est de dire toute votre vie, vous travaillez et pour le coup, y compris quand vous êtes au chômage, en invalidité, quand vous êtes en maternité, vous acquérez des points, ce qui n'est pas le cas du système actuel. Vous avez un stock de points, il est indexé sur les salaires. Vous partez à la retraite. On est bien d'accord. Maintien de votre pouvoir d'achat. J'accumule des points qui sont indexés sur les salaires. Et nous l'écrirons dans la loi. Règle d'or. Ce sera écrit, règle d'or, dans la loi, ce sera écrit. Absolument. Ça, c'est très important. Et la pension indexée sur
le coût de la vie, l'inflation. De manière à maintenir le pouvoir d'achat. Bon, est-ce que le régime universel, le nouveau régime, pourra commencer plus tôt, avant 2025, pour ceux qui entrent sur le marché du travail? C'est une des mesures qu'annoncera Édouard Philippe. Il dira effectivement si c'est le cas, et si c'est le cas, quand. Mais je crois que l'esprit... Ça, c'est très important. C'est très important. C'est-à-dire que, ça c'est une information que vous nous donnez, le régime universel commencera avant 2025 pour ceux qui entrent sur le marché du travail. Je dis que le Premier ministre s'exprimera sur le sujet. Non, mais vous m'avez dit. Non, je dis qu'il s'exprimera sur le sujet. Mais c'est important de dire... Non, j'ai dit qu'il annoncera des nouveaux droits. Et parmi les nouveaux droits, il y a effectivement des droits qui peuvent s'appliquer un peu avant 2025. Et je crois que c'est important de le dire, parce que dans ce projet de loi, on a beaucoup parlé effectivement des éléments d'inquiétude, on n'a pas beaucoup parlé des éléments positifs, et je peux vous garantir une chose, c'est que quand vous êtes aujourd'hui agriculteur en Haute-Vienne, à Limoges ou ailleurs, et que vous touchez 400-500 euros... C'est une région qui vous tient à cœur. Oui, très à cœur. Mais le régime nouveau que nous créons, il sera extrêmement favorable, et le fait d'avoir, pour une carrière complète, 1 000 euros minimum pour vivre quand vous êtes à la retraite, c'est extrêmement important et c'est un grand progrès social. Bien, des inquiétudes. Comment pouvez-vous garantir qu'avec un système à points, le niveau de retraite, la pension ne baissera pas? Mais je vais vous dire, d'abord, les Français connaissent très bien les régimes à points. Vous savez qu'il y a 42 régimes. Sur les 42 régimes, il y en a 28 qui sont déjà à points. Vous avez 80% des Français qui sont affiliés à au moins un régime à points. Donc tout ce qu'on a entendu sur les régimes à points, excusez-moi de vous le dire, mais il y a eu quand même beaucoup de désinformations. Et je le dis, le premier régime à points qui a été créé, c'est l'Agirc. L'Agirc, après, ça a été créé par le Parti communiste pour lutter contre la précarité. Et depuis les années 60, ce régime, il est piloté par qui? Par les syndicats et par le patronat ensemble. Et ce régime, il est bien géré. Donc et il gère 80 milliards par an, ce qui n'est pas tout à fait rien. Donc d'abord, les régimes à points, ça existe. C'est géré par les partenaires sociaux, c'est bien géré en général, et ça permet, de lutter effectivement contre la précarité, ça permet d'avoir des droits très clairs, d'avoir beaucoup de visibilité, parce que demain vous aurez votre compte en points et vous pourrez exactement savoir combien ça vous fera à la retraite, avec ce système effectivement de valeur du point qui ne baissera pas. Et donc je pense que c'est un grand progrès, y compris en termes de confiance. Avec ce nouveau système, je crois que vous aurez davantage confiance, parce que vous pourrez vous projeter davantage. Jean-Baptiste Djebari, combien touche un député après 5 ans de mandat de retraite? Alors, je ne sais pas, parce que je n'ai pas regardé, vous voyez, mais ce que je sais, c'est que... Vous toucherez une retraite, vous? Oui, alors ce que je sais... 1500 euros, non? Ça, c'est, je crois, l'ancien régime. C'était le régime spécial, et effectivement, à chaque... Vous serez affilié au régime... on est maintenant affilié au régime général, mais je le dis parce que je me suis fait alpaguer par des syndicalistes de Sudrail il y a 2 jours et qui m'ont dit exactement ça. Vous allez toucher un régime spécial. J'ai dit la première loi que nous avons votée, c'est une loi qui supprimait le régime spécial des députés. Et supprimer, ça veut dire qu'on a fait moins 30% ou moins 37% sur effectivement la pension qui était, je crois, de 1500 euros de retraite pour un quinquennat. Aujourd'hui, les députés, c'est le régime général. Point. Donc il y a plus ces 1500 euros. Des points. Exactement. Qui auront la même valeur que les points des autres. Le Sénat a dit d'ailleurs qu'il l'appliquerait également, j'ai entendu Gérard Larcher ce matin, mais il n'y a plus de régime spécial, et je veux le dire, les chiffres que vous annoncez, ça n'existe plus. Et La République En Marche l'a voté pour elle-même début 2017. Beaucoup de franciliens notamment galèrent vraiment, c'est difficile pour eux. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de réquisition possible dans les transports publics, franchement? D'abord parce que annoncer une réquisition à 10 jours de la grève, c'est un message politicien, mais que ça n'a aucune opérationnalité, aucune valeur pratique. Oui, parce qu'il faut changer la loi. Non, mais ensuite, les réquisitions pour les conducteurs, on va se le dire franchement aujourd'hui, vous allez prendre 140 gendarmes pour aller chercher 40 conducteurs qui vont être positionnés au mauvais endroit. Bref, c'est une usine à gaz. Les régimes, le service minimum, ça existe, par exemple dans le contrôle aérien, parce que vous avez des travaux, près des tours de contrôle, les gens sont localisés. Oui, bien sûr, il y a tous ces systèmes-là. Ces différents régimes, ils sont connus du ministère des Transports, ils ont été étudiés. Nous pensons jusqu'à présent que la loi de 2007, quand elle est respectée, permet... Suffisante. En tout cas, elle permet, de bien informer les passagers. Et je dis pas que c'est le Pérou. Vous ne changerez pas la loi. Je dis juste qu'en l'état, quand elle est appliquée, j'y reviens juste après, mais la loi de 2007, quand elle est appliquée, elle permet, de bien informer les passagers, les voyageurs. Et je le dis, tous les plans de transport qui ont été annoncés depuis le 5 décembre, ils sont tenus. Et ils sont même un tout petit peu meilleurs. Aujourd'hui, on a 5% de plus. C'est encore très compliqué. Mais on a un peu plus de 30% du trafic. Et j'espère que ça va aller en s'améliorant du fait des annonces et des discussions qu'on pourra avoir avec les syndicats. Mais elle permet d'exercer son droit de grève et elle permet d'informer les voyageurs. Et je le dis, l'État, dans le droit aujourd'hui français, il est fondé à agir, il est en capacité d'agir si durablement les Français étaient empêchés de se déplacer, si l'activité économique était durablement entravée, si les besoins essentiels de la nation n'étaient plus satisfaits. La loi aujourd'hui, elle le permet déjà. Et donc l'État est déjà
en capacité d'agir si on avait des phénomènes de blocage durable. Mais c'est l'équilibre. C'est l'équilibre. Et on peut se convaincre que c'est l'honneur du système français de permettre cet équilibre d'une grande démocratie, d'avoir des gens qui contestent dans la rue, par le droit de grève, un système, une réforme, une refondation politique. Ça fait 6 jours que c'est... Oui, ça fait 6 jours. Et aujourd'hui, c'est le jour de la clarification. Chacun pourra se déterminer. C'est-à-dire que si ça continue, si les blocages dans les transports continuent, l'État va intervenir. Chacun doit être responsable. Je dis la loi le permet. La loi le permet. Chacun doit être responsable. responsable. L'État appliquera la loi. Chacun doit être responsable. Oui. Je l'ai dit, vous avez des syndicats qui, évidemment, vont rester en grève. Parce que c'est important de dire, chacun doit être responsable. Aujourd'hui, nous allons annoncer un certain nombre de mesures qui devraient rassurer, y compris un certain nombre de syndicats progressistes qui aujourd'hui contestent pour partie la réforme, mais qui ont envie d'avancer. Qui, d'une manière générale, philosophiquement, ont envie d'avancer. Qu'allez-vous faire ? Si les blocages durs, je l'ai dit, l'État est en capacité d'agir, la loi aujourd'hui le permet. Je dis que le sujet des services minimums, d'une manière générale, sont connus du ministère des Transports. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, il y a un sujet pratique devant nous, mais je dis qu'effectivement, ces sujets-là sont l'État interviendra. Je dis simplement, je redis, parce que je veux que les Français soient rassurés. Non, mais je veux... L'État n'est pas démuni, le droit lui permet d'agir. L'État pourra... faire valoir le droit. Exactement. On est bien d'accord. État de droit. Et la région Île-de-France, elle, a affrété, vous avez vu, des 220 bus, des cars privés. De manière, effectivement... Oui, parce que, et d'ailleurs nous avons demandé un certain nombre de choses aux opérateurs privés, aux VTC, aux taxis, aux cars Macron. Nous leur avons permis un certain nombre de dispositifs, en tout cas de se déplacer plus facilement, notamment à l'intérieur de Paris. Et Madame Pécresse, sur le covoiturage ou encore sur l'affrètement de cars pour amener des gens, notamment dans Paris intramuros, fait parfaitement le travail de la région. Les indemnisations, les remboursements. Plutôt traditionnellement, plutôt en fin de grève. Oui. Ce qui se passe en général, c'est qu'il y a... Je suis abonné à la SNCF. Oui. Je dois être remboursé. Moi, je vous dis ce qui se passe traditionnellement, c'est-à-dire que quand vous avez comme ça des ruptures de trafic importantes pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, habituellement, il y a une discussion entre la région qui paye en Ile-de-France et la RATP et la SNCF, et en général, la moitié des abonnements sont remboursés. En général, c'est comme cela que ça se passe. Les transporteurs routiers, qui sont en colère, perds ma voix, pardon, Jean-Baptiste, les transporteurs routiers qui sont en colère. Les transporteurs routiers, alors vous avez 2 choses, vous avez effectivement une organisation patronale avec qui nous discutons depuis très longtemps, l'OTRE, qui ils sont en colère, avec qui on discute, avec qui on continue de discuter. Moi, je leur ai proposé à l'ensemble du secteur routier de faire la stabilité fiscale pendant 3 ans, d'avoir un vrai contrat de transition. Vous savez, leur sujet, c'est l'instabilité. Ils nous disent chaque année, nous retrouvons un peu devant un mur fiscal, les règles changent, et c'est devenu insupportable pour nous. Ils ont plusieurs problème, le secteur routier. Ils ont effectivement la stabilité fiscale. Je les ai rassurés sur ce point. Ils ont un problème d'attractivité. On a besoin de 30 000 chauffeurs dans les prochaines années. Donc, c'est un métier qu'il faut valoriser, notamment auprès des jeunes. Moi, je préconise que... Mais oui, 30 000, 50 000 chauffeurs. Même. En France, en tout cas, c'est entre 30 et 50, mais effectivement, c'est beaucoup de chauffeurs. Il faut valoriser le métier. Absolument. Les salaires sont trop bas. Les salaires avec les primes sont trop bas. Sont plus haut que la moyenne des Français, mais il n'en reste pas moins que vous partez souvent en transport international, vous partez plusieurs jours, que c'est un métier évidemment qui est difficile. Mais oui, il faut attirer les jeunes vers ces métiers-là. Vous savez, aujourd'hui, on a mis en place le service national universel. Vous avez des classes d'âge de 800 000 jeunes qui, à mon avis, doivent être mises plus au contact de ces métiers, notamment des métiers des transports, et notamment le transport routier. Ce sont des métiers qualifiés, ce sont des métiers où la rémunération est correcte. Et sur leur retraite. Et sur leur retraite, ils ont ce qu'on appelle un congé de fin d'activité. Exactement. Qui va évoluer. Nous leur avons proposé de les accompagner pour le faire évoluer, parce que c'est une demande de tous, des syndicats de salariés comme d'ailleurs du patronat. Et l'État a dit, 1, nous le garantissons sur 3 ans, et 2, nous vous accompagnons pour faire évoluer le système, ce qui est une demande de tout le monde. Donc ce sera garanti. Donc en tout cas, l'État est très accompagnant et a garanti pendant 3 ans le dispositif, le temps que syndicats, des salariés et patronats se mettent d'accord. C'est bien ça aussi, la démocratie sociale. Bien, merci Jean-Baptiste Djebbari. Nous allons attendre avec impatience maintenant les déclarations du Premier ministre. Nous verrons, parce que là, c'est qui tout double, non ? Non, c'est pas qui tout double. Moi, je l'ai dit. Parce que la pression est très forte. Tout le monde attend. Mais oui, mais il y a aussi je le dis. D'abord, tout le monde sera informé. Et y compris les syndicats seront informés et pourront être responsables. Mais moi, je le dis, la question de la légitimité. Moi, je suis parfaitement respectueux des 400 000 personnes ou des 800 000 de la semaine dernière dans la rue. Parfaitement respectueux. Mais je le dis en termes de légitimité.
ce changement de régime de retraite, la transition vers un régime universel, c'était dans les promesses d'Emmanuel Macron. Il a été élu dessus. Les 315 députés de La République En Marche ont fait campagne, et c'était mon cas, sur le régime universel de retraite. C'était d'ailleurs une mesure qui était assez plébiscitée dans les réunions publiques. Et je le dis, la légitimité de faire cette réforme, elle est pleine et entière parce que c'est un engagement politique. Et je pense que nous avons le mérite de faire ce pourquoi nous avons été élus. C'est au moins quelque chose qu'on pourra nous reconnaître. Annonce à suivre sur BFM TV, sur RMC, bien sûr. Midi, le Premier ministre. Et demain, je le précise, Laurent Berger sera mon invité, 8h35, 9h, sur RMC, sur BFM TV. Il est 8h54.